Après la disparition de sa mère, le fils du millionnaire n'a plus jamais parlé, jusqu'au jour où, rentrant plus tôt à la maison, il le surprend en train d'appeler la nounou « maman » et manque de s'évanouir. La pluie tombait finement sur les toits de Paris, enveloppant la ville d'un silence feutré. Dans un quartier discret mais luxueux du 16e arrondissement, une demeure de style haussmannien dominait l'avenue, imposante et pourtant éteinte. C'était la maison d'Alexandre Dumas, un homme d'affaires respecté, dont la fortune bâtie dans les domaines de la haute technologie et de l'immobilier lui valait admiration et jalousie à parts égales. Mais derrière les murs de pierre claire et les balcons de fer forgé, il ne restait rien de la splendeur familiale. Depuis le jour où Élodie, son épouse, avait mystérieusement disparu, l'intérieur de la maison s'était figé, comme si le temps lui-même s'était refusé à avancer. Alexandre, 39 ans, ne vivait plus que pour le maintien des apparences. Chaque matin, il se rasait devant le miroir sans se regarder vraiment, nouait sa cravate avec une précision mécanique, descendait les escaliers sans un mot, puis quittait la maison dans le même silence pesant. Les domestiques, discrets, exécutaient leurs tâches sans bruit, mais aucun silence ne résonnait plus fort que celui de Louis. Le petit Louis, âgé de 5 ans, avait cessé de parler le même jour que sa mère s'était évanouie dans la nature. 5 années de vie brutalement suspendues. Il n'y avait eu ni cris, ni larmes ce jour-là. Juste un vide immense. Depuis, pas un mot. Il se déplaçait en silence, dessinait en silence, mangeait en silence. Seuls ses yeux semblèrent parler, des yeux trop grands, trop lourds pour un enfant de son âge. Claire Fontaine, 35 ans, était entrée dans cette maison 1 an avant la disparition d'Élodie, engagée comme nourrice. Elle avait d'abord été effacée, presque invisible, mais après la tragédie, elle était devenue l'unique pilier affectif de Louis. Elle s'occupait de lui avec une douceur mesurée, jamais excessive, toujours respectueuse des limites tacitement imposées par Alexandre. Malgré la tendresse qu'elle semblait éprouver pour l'enfant, Claire gardait toujours une certaine réserve professionnelle. Elle dormait dans l'aile des domestiques, participait rarement aux repas et ne posait jamais de questions. Alexandre, malgré sa gratitude silencieuse envers elle, n'avait jamais cherché à la connaître au-delà de son rôle. Il voyait en elle une employée fiable, efficace, rassurante pour Louis. Et c'était tout. Il ne s'était jamais permis d'imaginer ce que Claire pouvait ressentir, ou ce qu'elle pensait vraiment de cette famille à moitié détruite. Chaque pièce de la maison avait gardé l'empreinte d'Élodie. Les livres dans la bibliothèque n'avaient pas été déplacés, ses parfums flottaient encore dans la salle de bain, et ses robes étaient soigneusement suspendues dans le dressing, comme si elle allait revenir d'un moment à l'autre. Mais le temps passait, et rien ne venait. Louis ne posait jamais de questions. Il ne demandait pas où était sa mère, ne mentionnait pas son prénom, ne la cherchait même pas dans les photos que Claire, parfois, tentait de lui montrer. Il vivait dans une sorte de présent éternel, comme si le passé était trop douloureux à effleurer. Et pourtant, malgré cette stagnation apparente, quelque chose bougeait. Alexandre le sentait sans pouvoir l'expliquer. Il y avait dans les gestes de Louis, dans les regards qu'il lançait à Claire, une intensité nouvelle, un frémissement imperceptible, comme le premier souffle d'air avant une tempête. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à quitter la maison, Alexandre s'arrêta au bas des escaliers. Il vit Claire assise sur le tapis du salon avec Louis, les deux concentrés sur un jeu de construction. Le garçon empilait des blocs en bois avec une rigueur inhabituelle. Claire, silencieuse, lui souriait. Il crut percevoir un murmure, un son presque imperceptible, mais ce n'était peut-être qu'une illusion. Alexandre quitta la maison sans un mot. Mais toute la journée, cette scène lui resta en tête. Il se rendit à ses rendez-vous, assista à des conférences, signa des contrats, mais son esprit restait fixé sur cette image. Quelque chose changeait, quelque chose se préparait. Il le pressentait, sans savoir quoi. Ce soir-là, il ne rentra pas à l'heure habituelle. Une réunion imprévue le retint jusqu'à tard, et quand il franchit enfin le seuil de sa maison, Louis dormait déjà. Claire lui souhaita une bonne nuit, comme toujours, et disparut dans le couloir. Alexandre monta dans sa chambre, mais ne parvint pas à trouver le sommeil. Il fit les 100 pas, tenta de lire, de boire un verre de vin, mais rien n'y faisait. L'image de son fils, muet, replié dans son monde, hantait son esprit. Il se demanda s'il avait tout tenté, s'il avait fait les bons choix, s'il n'était pas passé à côté de quelque chose d'essentiel. La pluie s'intensifiait dehors.
Un coup de tonnerre fit frémir les vitres. Alexandre regarda l'horloge. Il était 2 heures du matin. Il se leva, traversa le couloir, descendit lentement les escaliers. Il passa devant la chambre de Louis, colla l'oreille à la porte. Rien. Il ouvrit doucement. L'enfant dormait profondément, sa respiration régulière et calme. Claire n'était pas là. Il referma la porte puis s'arrêta devant le bureau d'Élodie. Il n'y avait pas mis les pieds depuis des mois. Il posa la main sur la poignée, hésita, puis entra. L'odeur du papier ancien et du parfum de sa femme le frappa immédiatement. Il s'approcha du bureau, passa les doigts sur les objets posés là, un stylo, un carnet de cuir, une montre cassée. Il s'assit, rouvrit doucement un tiroir et trouva une pile de lettres. Des lettres qu'il ne se souvenait pas avoir vues. Certaines ouvertes, d'autres scellées. Il en prit une au hasard. La première ligne l'arrêta net. Claire doit savoir. Ce n'était que le début. Ce mardi-là, la journée avait été longue et dense. Alexandre avait enchaîné les réunions, les présentations et les négociations sans laisser paraître la moindre émotion. C'était devenu un art pour lui. Faire semblant, jouer au maître de son univers, gérer des entreprises, des budgets colossaux, des décisions stratégiques, tout en évitant l'essentiel. Son fils, sa douleur, le vide béant que la disparition d'Élodie avait laissé dans sa vie. Il connaissait cette fuite en avant, ce déni efficace. Mais ce jour-là, quelque chose le poussa à s'éloigner du script habituel. Vers 15 heures, un orage se forma au-dessus de Paris. Le ciel d'un gris dense fit basculer la lumière dans une pénombre étrange. Il observa les gouttes de pluie glisser lentement sur les vitres de son bureau, en haut d'une tour de la Défense, et pour la première fois depuis des mois, il ne trouva pas l'envie de poursuivre. Il envoya un message à son assistant, annula ses derniers rendez-vous et quitta le bâtiment sans prévenir personne. Il ne se souvenait même plus de la dernière fois où il était rentré à la maison avant 19 heures. La voiture glissait dans les rues humides de la capitale, bercée par le crépitement régulier de la pluie sur le pare-brise. Il ne regardait pas son téléphone. Il ne lisait pas ses courriels. Son esprit était ailleurs, flou, comme si une intuition le guidait sans qu'il puisse en comprendre le sens. Arrivé devant le portail de sa maison, il fit signe à son chauffeur de repartir et entra seul par la porte latérale, celle utilisée généralement par le personnel. Il aimait cette entrée discrète qui lui permettait d'observer la maison sans être vu. Tout était calme. Il retira son manteau, le posa sur un porte-manteau ancien, fit quelques pas dans le couloir, évitant les planches qui craquaient. La lumière du jour déclinait, teintant les murs d'une lueur douce et grise. Il n'y avait personne dans le hall. Aucun bruit de pas, aucun appel, aucun rire. Il se dirigea vers l'aile où se trouvait la salle de jeu de Louis, cette pièce qui était autrefois remplie de rires, de musique et d'objets en mouvement, mais qui, depuis la disparition d'Élodie, ressemblait à un sanctuaire figé dans le passé. Mais ce jour-là, en s'approchant de la porte entr'ouverte, il s'arrêta net. Un son, léger, irréel, humain, une voix d'enfant. Il n'osa pas respirer. Son cœur se mit à battre plus fort, plus vite. Il ferma les yeux un instant, pensant que son esprit lui jouait un tour. Mais non. Il y avait bien une voix, douce, fluette, fragile, mais réelle. Il s'approcha lentement, collant son dos contre le mur adjacent. De là, il pouvait entendre plus clairement. Une syllabe, prononcée avec une hésitation presque solennelle, se répéta « Maman ». Un frisson lui traversa l'échine. Il n'avait pas rêvé. C'était bien la voix de Louis. Après tant de mois de silence, après tant de tentatives infructueuses, après avoir consulté des spécialistes, des psychologues, des orthophonistes, c'était maintenant, ici, sans préparation, sans annonce, que son fils avait parlé. Et pas n'importe quel mot. Il avait dit « maman ». Alexandre sentit un vertige le prendre. Il posa une main sur le mur pour ne pas chanceler. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce mot-là? Que se passait-il dans cette pièce? Que voyait Louis? Que ressentait-il à cet instant précis pour qu'il trouve enfin la force ou l'envie de parler? Il s'avança, le souffle coupé, et poussa doucement la porte. Ce qu'il vit le figea sur place. Louis était assis sur le tapis au milieu de la pièce, dans les bras de Claire. Sa tête était posée contre sa poitrine, ses petites mains agrippées à sa chemise, et un calme presque sacré émanait de cette scène. Claire ne le berçait pas, elle ne lui parlait pas. Elle était simplement là,
le tenant comme une mère tiendrait son enfant, avec une tendresse palpable. Louis, les yeux mi-clos, murmurait encore « Maman ». Alexandre sentit sa gorge se serrer. Il aurait voulu parler, hurler, demander une explication, mais aucun mot ne sortit. Claire leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent et il y eut une stupeur totale. Elle n'avait pas entendu qu'il était là. Elle n'avait pas eu le temps de se préparer. Le teint pâle, les yeux agrandis par la surprise, elle ouvrit la bouche puis la referma. Louis, sentant la tension monter, tourna lentement la tête vers la porte. Le regard de l'enfant croisa celui de son père, un regard chargé d'émotions complexes, surprise, peur, culpabilité peut-être. En une seconde, toute l'expression du petit garçon changea. Il se redressa légèrement, serra les lèvres et baissa les yeux. Le silence retomba dans la pièce comme une chape de plomb. Plus un son, plus un mot. Le lien qui s'était ouvert se referma brutalement. Alexandre fit un pas en avant. Il se sentait perdu, désorienté, incapable d'interpréter ce qu'il venait de voir. Il regardait Claire comme si elle venait de trahir un secret sacré. Elle tenta de dire quelque chose, mais il leva la main pour l'en empêcher. Il ne voulait pas entendre des explications à ce moment-là. Il n'en était pas capable. Il sortit de la pièce à reculons, sans détourner les yeux de Claire. Puis il gravit les escaliers rapidement, les jambes tremblantes. Une fois dans sa chambre, il referma la porte, s'appuya contre elle et laissa tomber sa tête en arrière. La pièce tournait autour de lui. « Maman !» Ce mot résonnait encore dans son esprit, comme un écho impossible. Ce soir-là, il ne descendit pas dîner. Il resta dans sa chambre, assis sur le rebord de son lit, incapable de lire, de travailler, ou même de penser clairement. L'image de Louis blotti contre Claire, prononçant ce mot interdit, ne cessait de revenir encore et encore. Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-ce un jeu d'enfant? Était-ce une confusion? Ou bien quelque chose de plus profond? Et surtout, depuis quand cela durait-il? Louis avait-il parlé avant sans qu'on le sache? Claire le savait-elle? L'encourageait-elle? Était-elle complice de quelque chose qu'il ignorait? Plus la nuit avançait, plus les questions se multipliaient. Alexandre se sentait trahi, mais par quoi? Par qui? Par son fils? Par Claire? Par lui-même peut-être, pour avoir fermé les yeux trop longtemps? Une seule chose était certaine, rien ne serait plus comme avant. Le lendemain matin, la maison semblait identique à tous les autres jours, silencieuse, ordonnée, presque figée. Mais pour Alexandre, chaque détail paraissait soudain empreint d'une signification cachée. Il descendit les escaliers plus lentement qu'à l'accoutumée, l'esprit encore embrumé par la scène de la veille. Le mot résonnait encore en lui avec une clarté déconcertante. « Maman ». Il l'avait entendu, distinctement, et il n'y avait plus aucun doute possible. Louis avait parlé, et ce n'était pas une parole anodine, c'était le mot le plus lourd de sens dans leur histoire. Dans la salle à manger, le petit déjeuner était déjà dressé. Le soleil perçait à travers les grandes baies vitrées, dessinant des reflets dorés sur la porcelaine. Louis était assis à sa place habituelle, les yeux fixés sur son bol, ses mains jointes sur ses genoux, dans cette posture silencieuse qu'il adoptait depuis plus d'1 an. Claire était debout à ses côtés, attentive, calme. Lorsqu'Alexandre entra, elle se redressa légèrement, comme si elle s'attendait à un orage. Il la regarda, longuement. Un regard qui n'avait rien d'agressif, mais qui portait toute la confusion, la curiosité et la tension qu'il ressentait. Claire soutint son regard, droite, presque fière, mais ses yeux trahissaient une nervosité discrète. Il y avait là une gêne nouvelle, un malaise suspendu dans l'air que même Louis semblait percevoir. Alexandre s'assit sans un mot. Il observa son fils, qui n'osait pas lever les yeux. Claire s'éloigna discrètement pour aller chercher une carafe d'eau, mais il la suivait toujours du regard, comme s'il voulait capter chacun de ses gestes, chaque nuance de son comportement. Quand elle revint, il prit la parole, d'une voix calme mais ferme. Il a parlé, Claire. Elle s'arrêta net. Elle ne feignit pas l'ignorance. Elle ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Elle posa doucement la carafe sur la table, s'assit en face de lui et hocha la tête. « Oui », répondit-elle simplement. Ce mot prononcé sans détour, sans justification immédiate, eut sur Alexandre un effet étrange. Il s'attendait à ce qu'elle se défende, qu'elle nie, qu'elle tente de minimiser. Mais non, elle confirmait, posément, sans crainte apparente. Il poursuivit. « Il t'a appelé maman. » Cette fois,
Elle baissa les yeux. Un léger frémissement passa sur son visage, mais elle resta silencieuse. Il attendit, espérant une explication, une justification, une histoire logique qui remettrait de l'ordre dans ce chaos intérieur. Finalement, Claire releva la tête et dans ses yeux, il lut quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une douleur douce, contenue, presque pudique. Il ne parle que très rarement. Des mots isolés, soufflés comme des secrets. Toujours dans l'intimité, dans le calme. Et jamais devant toi. Je ne l'ai jamais encouragé à m'appeler ainsi, Alexandre. Je ne lui ai jamais dit que j'étais sa mère. Ce mot est venu de lui, spontanément. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il cherche un repère. Peut-être parce qu'il me voit comme la personne qui le rassure. Alexandre sentit un poids se former dans sa poitrine. Il ne savait pas s'il devait ressentir de la colère, de la gratitude ou de la culpabilité. Une part de lui voulait croire que c'était une simple confusion de la part de l'enfant, un réflexe émotionnel. Une autre part voyait dans cette scène une trahison, une usurpation de la mémoire d'Élodie. Comment Louis pouvait-il appeler une autre femme maman? Et pourquoi Claire n'avait-elle rien dit avant? Pourquoi lui avoir caché cela? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demanda-t-il. Claire hésita un instant. Quelques semaines. Le premier mot qu'il a prononcé était « eau » pendant qu'on dessinait ensemble. Puis il a dit « chien » en montrant un dessin. Ensuite, un jour, alors qu'il s'était endormi sur mes genoux, il a murmuré « maman ». J'ai pensé que c'était un rêve. Mais il l'a répété, plusieurs fois. Toujours quand il est dans mes bras. Jamais autrement. Un silence pesant s'installa. Alexandre regarda son fils qui maintenant jouait avec une cuillère sans prêter attention à la conversation. Son visage était serein, innocent. Il ne réalisait pas qu'un bouleversement profond était en train de se produire autour de lui. Il vivait dans un monde simple, régi par ses émotions, ses besoins immédiats, ses liens affectifs. Et dans ce monde-là, Claire était devenue une figure essentielle. « Tu aurais dû m'en parler », murmura Alexandre. « Tu n'avais pas le droit de garder ça pour toi. » Claire hocha la tête, acceptant le reproche sans chercher à se défendre. « Je voulais te le dire, plusieurs fois, mais je ne savais pas comment. Et puis, j'avais peur que ça te blesse, que tu penses que j'essayais de remplacer Élodie. Ce n'est pas le cas, Alexandre. Jamais je ne chercherai à effacer sa mémoire. Je l'aimais moi aussi. » Cette dernière phrase, dite avec une sincérité désarmante, fit vaciller Alexandre. Il n'avait jamais imaginé que Claire et Élodie aient eu un lien si fort. Il l'avait toujours perçue comme une employée compétente, fidèle, discrète. Mais à cet instant, il comprit qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait pas vu, ou qu'il n'avait pas voulu voir. Il se leva brusquement, incapable de rester plus longtemps dans cette pièce. Il avait besoin d'air, de solitude, de clarté. Il traversa le couloir, monta les escaliers, ouvrit la porte du bureau d'Élodie, celle qu'il avait déjà explorée la veille, presque en état de choc. Il savait qu'il devait aller plus loin, comprendre, chercher dans le passé des réponses aux questions du présent. Il ouvrit un tiroir, sortit un à un les carnets, les lettres, les objets personnels. Il tomba sur un petit livre de poésie, annoté à la main. Et là, entre deux pages, un morceau de papier plié en 4, jauni par le temps, attira son attention. Ce n'était pas une lettre, ni un document administratif. C'était un billet, un court message, écrit d'une écriture qu'il connaissait bien. Celle d'Élodie. « Claire connaît plus que tu ne crois. Elle a toujours été là. Si un jour tu te perds, demande-lui. » Alexandre resta immobile, le papier tremblant entre ses doigts. Ces mots énigmatiques semblaient sortir d'un autre monde. Il relut la phrase plusieurs fois, tentant d'en extraire tout le sens. Claire avait toujours été là. Mais comment? Depuis quand? Et pourquoi Élodie lui aurait laissé un tel message sans jamais lui en parler directement? Il comprit alors que ce qu'il avait vu entre Louis et Claire n'était peut-être que la surface d'une vérité bien plus ancienne, bien plus profonde. Une vérité que seule Claire pouvait encore lui révéler. La nuit était tombée sur Paris avec cette lenteur mélancolique que seuls les mois d'automne savent offrir. Les lumières de la ville scintillaient au loin, voilées par une fine bruine qui nappait les vitres du bureau d'Élodie. Alexandre s'y trouvait depuis plus d'1 heure, immobile, absorbé par la texture des objets qu'elle avait laissés derrière elle. Chaque carnet, chaque feuille, chaque photo semblait soudain chargé d'un sens qu'il n'avait jamais pris le temps de déchiffrer.
Le billet trouvé dans le livre de poésie lui brûlait encore les doigts. Claire connaît plus que tu ne crois. Elle a toujours été là. Si un jour tu te perds, demande-lui. Cette phrase, presque murmurée du passé, remettait tout en question. Il sortit d'autres boîtes, plus anciennes, contenant des lettres, des photos de jeunesse, quelques brochures jaunies de voyages jamais entrepris. Il ne cherchait rien de précis, mais il était poussé par une urgence étrange, un besoin de faire la lumière sur ce qu'il n'avait pas voulu voir. Et plus il fouillait, plus il découvrait une constellation de signes, de fragments du passé dans lesquels Claire apparaissait, toujours discrètement, mais de manière persistante. Sur une vieille photographie prise au bord du lac d'Annecy, il aperçut, à l'arrière-plan, une silhouette féminine familière. Élodie, rayonnante, tenait un livre dans ses mains, et derrière elle, assise sur l'herbe, il reconnut Claire, plus jeune, les cheveux noués, observant la scène avec un sourire calme. Sur d'autres clichés, des anniversaires, des déjeuners en extérieur, des fêtes familiales, elle était là, pas au centre jamais, mais toujours présente. Ce n'était pas une coïncidence. Claire n'était pas entrée dans leur vie au hasard. Elle avait été là bien avant son arrivée dans la maison comme nourrice officielle. Un doute profond commença à s'insinuer en lui. Et si Claire et Élodie s'étaient reconnues depuis longtemps? Et si tout cela n'était pas le fruit du hasard, mais d'un arrangement, d'un pacte, ou d'un secret qu'il avait toujours ignoré? Son esprit se mit à tourner, à reconstituer les instants passés, les silences, les regards, les absences inexpliquées de sa femme. Il se souvenait d'un soir, peu après la naissance de Louis, où Élodie avait eu une crise de larmes sans raison apparente. Elle s'était enfermée dans la salle de bain pendant des heures, refusant de parler. Il n'avait pas insisté. Il avait cru qu'il valait mieux la laisser digérer seule ses émotions. Aujourd'hui, il comprenait qu'il avait fui la vérité bien avant qu'elle ne disparaisse. À l'aube, sans avoir dormi, Alexandre descendit dans la cuisine. La maison était encore silencieuse, les premières lueurs du jour glissant entre les rideaux. Il entendit les pas légers de Claire dans le couloir, puis elle apparut sur le seuil. Elle s'arrêta en le voyant là, épuisée, mais visiblement déterminée. « Il faut que tu me dises la vérité, Claire. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha lentement, posa une théière sur la table, puis s'assit en face de lui. Il sortit la photographie du lac d'Annecy et la posa entre eux. « Tu étais déjà dans sa vie avant que je ne te connaisse, n'est-ce pas ?» Claire prit la photo entre ses doigts, la contempla un instant, puis hocha la tête. « Oui. Depuis quand ?»« Depuis longtemps. » Le silence qui suivit n'était pas hostile, il n'était pas non plus apaisant. C'était un silence de bascule, celui qui précède les révélations qui bouleversent les fondations d'une vie. Alexandre se pencha légèrement. « Tu dois tout me dire, Claire. Je viens de comprendre que tu faisais partie de sa vie bien avant moi, mais je ne sais toujours pas pourquoi. » Claire respira profondément. Son regard s'assombrit légèrement, comme si elle se préparait à soulever un poids immense. « Élodie et moi, nous nous sommes connus au pensionnat quand nous étions adolescentes. Nous étions inséparables. Elle était la seule à savoir ce que j'endure chez moi, et moi, je connaissais tous ses secrets. Plus tard, quand elle a commencé à fréquenter des cercles mondains, elle m'a un peu perdu de vue. Mais nous sommes restés en contact, toujours, même à distance. Quand elle a épousé un homme du monde des affaires, elle m'a dit que c'était pour protéger une partie d'elle, mais qu'elle se sentait seule. Elle m'a appelé souvent. Je suis revenu dans sa vie à sa demande. C'est elle qui m'a fait entrer ici. Elle voulait que je sois près d'elle, sans que ce soit trop visible. » Alexandre écoutait, incrédule. Toute l'histoire de son mariage se redessinait sous ses yeux. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de toi comme d'une amie proche? Parce qu'elle avait peur que tu n'acceptes pas. Elle disait que tu avais besoin d'ordre, de clarté. Elle craignait que ma présence complique les choses, alors elle a préféré que je sois une ombre rassurante dans votre quotidien. » Il sentit une colère sourde monter en lui, mais elle se dissolvait dans une fatigue trop profonde. Il n'avait plus la force de l'indignation. Ce qu'il voulait, désormais, c'était comprendre. « Et Louis, tu étais là à sa naissance ?» Claire baissa les yeux, longuement. Lorsqu'elle releva enfin le regard, ses yeux étaient embués, mais sa voix resta posée. « J'étais là, oui. Elle m'a demandé d'être présente, pas comme une simple amie, mais comme quelqu'un de nécessaire. J'étais là à chaque moment important. Pour lui, j'ai toujours été une présence rassurante, même quand tu ne le voyais pas, même quand tu ne regardais pas vraiment. » Alexandre sentit ses mains trembler légèrement. Il se leva, fit quelques pas dans la cuisine,
puis revint vers elle. « Tu l'as aimé, toi aussi, n'est-ce pas ?» Élodie, elle acquiesça. Oui, d'une manière différente, d'une manière silencieuse, mais profonde. Elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. Et moi, je savais qu'un jour, si elle partait, je serais celle qui resterait. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a préparé à tout ça, même sans le dire. Ces mots l'ébranlèrent plus que tout le reste. L'idée qu'Élodie avait peut-être anticipé sa propre absence, qu'elle avait confié à Claire ce qu'elle n'avait jamais confié à lui, transformait sa peine en vertige. Il retourna s'asseoir, posa sa tête dans ses mains, les coudes appuyés sur la table. Et maintenant, que dois-je faire de tout cela? Claire resta silencieuse quelques secondes, puis répondit avec une douceur grave. Tu dois continuer. Pour Louis, pour toi, et peut-être aussi pour elle. Le jour se leva pleinement. Le passé venait d'ouvrir une brèche irréversible dans leur présent. Mais ce n'était que le début, car derrière ces premières révélations, Alexandre sentait qu'il restait encore des vérités plus profondes, plus douloureuses, prêtes à émerger. Le lendemain de leur conversation tendue, la maison reprit son rythme habituel en apparence, mais sous cette routine bien huilée, une tension invisible flottait dans l'air. Alexandre, désormais conscient de l'épaisseur du passé partagé entre Claire et Élodie, observait tout avec des yeux neufs. Chaque détail dans le comportement de Claire, chaque regard échangé avec Louis, chaque silence devenait un indice à interpréter. Il n'était plus seulement un père en quête de stabilité pour son fils, mais un homme confronté à des pans entiers de sa vie qu'il n'avait jamais vraiment compris. Il décida de ne pas brusquer les choses. Il n'interrogea plus directement Claire dans l'immédiat, préférant la laisser libre de parler à son rythme. Il la voyait chaque jour s'occuper de Louis avec la même douceur qu'il lui connaissait depuis des années, mais à présent, cette douceur portait un poids nouveau. Ce n'était plus seulement un professionnalisme rassurant, c'était une dévotion intime, presque viscérale, que seule une mère pouvait manifester, ou du moins quelqu'un qui avait aimé un enfant comme une mère. Louis, de son côté, semblait changer. Depuis le jour où Alexandre l'avait entendu parler, même si les mots ne revenaient pas de façon continue, il avait remarqué une transformation subtile. L'enfant le regardait plus souvent dans les yeux, restait parfois près de lui plus longtemps, acceptait de s'asseoir à ses côtés sans fuir dans un coin silencieux. Et surtout, il continuait à rechercher Claire avec une intensité qui n'avait plus rien d'ordinaire. Un soir, alors que le petit était déjà endormi, Alexandre demanda à Claire de le rejoindre dans le salon. Elle entra, vêtue simplement, les cheveux relevés, le visage calme, mais ses yeux révélaient une inquiétude contenue. Elle s'assit en face de lui, comme si elle s'attendait à une suite de leur dernière conversation. « Je ne t'ai pas encore tout dit », commença-t-elle, sans qu'il ait besoin de poser la moindre question. Il hocha la tête, l'encourageant à poursuivre. Elle regarda ses mains un instant, puis reprit d'une voix posée. « Louis a recommencé à prononcer des mots depuis environ 2 mois. Ce n'est jamais dans des situations banales. Il ne parle pas pour dire qu'il a faim ou pour demander un jouet. Ce sont des mots émotionnels, des mots qui semblent surgir de très loin. Parfois, il me dit « chaud » quand je le tiens contre moi, ou « lumière » en regardant une fenêtre. Ce sont des mots simples, mais leur charge émotionnelle est immense. Elle s'interrompit pour s'assurer qu'il suivait, puis continua. « Il ne m'a jamais appelé maman dans un contexte clair. Il ne le dit pas en me regardant dans les yeux. C'est presque un murmure, un souffle, comme une mémoire sensorielle. Je ne l'ai jamais repris. Je n'ai pas osé, je ne voulais pas qu'il pense qu'il faisait quelque chose de mal. Et tu ne lui as jamais suggéré ce mot ?» demanda Alexandre. « Jamais, je te le promets. » Il crut cette promesse. Non pas parce qu'il avait envie d'y croire, mais parce qu'elle la disait sans défense, sans calcul. Elle ne cherchait pas à se protéger, seulement à dire la vérité telle qu'elle était. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» répéta-t-il, cette fois plus doucement. Elle haussa les épaules, le regard perdu. « Parce que j'avais peur. Peur que tu réagisses comme tu l'as fait. Peur que tu penses que je voulais prendre sa place. Que je profitais du silence de Louis ou de ton absence émotionnelle. Et puis, parce que, quelque part, au fond de moi, je me suis habitué à l'idée que j'étais tout ce qu'il lui restait de stable. Je me suis peut-être laissé porter par ça, plus que je ne l'aurais dû. » Ces mots le touchèrent, plus qu'il ne voulait l'admettre. Il s'était en effet absenté, souvent, affectivement, dans sa douleur, dans sa fuite quotidienne. Il s'était réfugié dans le travail, dans les responsabilités, dans le silence. Et pendant ce temps, Claire avait été là, présente, silencieuse aussi, mais active.
Elle avait porté le poids du quotidien, celui de l'enfant, et peut-être même celui de son propre chagrin. Il la regarda longuement. Il y avait encore une barrière entre eux, faite de non-dits, de blessures non refermées. Mais cette barrière semblait maintenant plus fragile, plus fine. « Louis sait-il qui était Élodie ?» demanda-t-il. « Il sait que c'est sa maman. Il a vu des photos. Il ne les rejette pas. Il les regarde même souvent. Mais je pense qu'il ne se souvient pas d'elle comme nous nous souvenons des absents. Il la ressent, c'est tout, comme une chaleur ancienne. Mais il vit dans l'instant. Et dans cet instant, c'est moi qu'il connaît. » Ces mots résonnèrent étrangement en lui. Alexandre avait toujours cru qu'un enfant portait en lui une fidélité innée, un lien indélébile avec sa mère biologique. Mais peut-être s'était-il trompé. Peut-être que pour un cœur d'enfant, ce qui comptait, c'était la présence, la voix qui rassure, les bras qui bercent, les gestes répétés au quotidien. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint vers elle. « Tu dis qu'il a commencé à parler il y a 2 mois. Est-ce qu'il y a eu un événement, un changement qui aurait pu déclencher ça ?» Claire réfléchit un instant, les sourcils froncés. Peut-être. Un soir, il a eu une crise de panique. Il s'est réveillé en hurlant, ce qu'il ne fait jamais. Il m'a serré avec une telle force. C'était la première fois qu'il parlait dans son sommeil. Il disait « non », puis « reste », puis « maman ». Depuis ce jour-là, les mots ont commencé à venir, timidement. « Et tu ne m'as rien dit ». Elle secoua la tête, cette fois avec une forme de tristesse plus visible. « Non, parce que je ne savais pas si c'était un progrès ou un appel à l'aide. J'ai préféré attendre. Je voulais le protéger, et peut-être aussi me protéger moi-même. » Alexandre s'assit à nouveau, les épaules lourdes. Ce qu'il venait d'entendre ouvrait une nouvelle dimension dans cette histoire déjà si complexe. Louis parlait, pas comme les autres enfants, pas avec des phrases, mais avec une vérité brute, irréductible. Et ce qu'il disait, ce qu'il murmurait, c'était un lien profond, inexplicable avec Claire, un lien qui ne pouvait plus être ignoré, un lien qui exigeait qu'on regarde le passé autrement. Parce que peut-être, au cœur même de cette confusion, se trouvait une clé, celle qui permettrait à tous de guérir. Le soleil entrait timidement par les grandes fenêtres du salon, filtré par les rideaux épais qui donnaient à la pièce une ambiance feutrée et presque irréelle. Alexandre, assis dans son fauteuil, tenait entre ses mains un album de photos qu'il avait extrait de la bibliothèque personnelle d'Élodie. C'était un de ces objets qu'il avait toujours évité de manipuler, comme si les souvenirs qu'il contenait étaient trop brûlants pour être affrontés. Pourtant, désormais, il n'avait plus le choix. Chaque image, chaque visage, chaque date annotée pouvait contenir une réponse. Et plus que jamais, il avait besoin de comprendre. Les premières pages étaient remplies de clichés classiques. Anniversaire, vacances en Provence, visite de musée. Mais très vite, un détail attira son attention. Sur une photo en noir et blanc, prise visiblement des années plus tôt, bien avant leur mariage, Élodie posait devant une fontaine entourée de 2 jeunes femmes. L'une d'elles lui était totalement inconnue, mais l'autre, bien que plus jeune, les cheveux plus courts, portait un sourire familier. Il plissa les yeux, retourna la photo, lut l'inscription au dos « Internat Sainte-Claire ». Été 1999. Élodie, Aude, Claire F. Claire F. Il n'y avait plus de doute possible. Claire avait connu Élodie bien avant leur rencontre. Elle avait été bien plus qu'une simple employée. Elle faisait partie de son passé le plus intime, celui que même lui, en tant que mari, n'avait jamais pleinement connu. Le choc fut tempéré par la sensation étrange de confirmation. Ce qu'il soupçonnait depuis quelques jours prenait enfin une forme concrète. Il continua de feuilleter les pages, repérant ici et là d'autres apparitions fugaces de Claire. Jamais au premier plan, toujours en arrière-plan. Mais là, toujours, elle n'avait jamais disparu de la vie d'Élodie. Et pourtant, jamais ce nom, jamais ce passé partagé n'avait été évoqué pendant leur vie commune. Pourquoi? Quelle nécessité y avait-il à cacher une amitié si ancienne, si profonde? Que contenait-elle de si délicat? La réponse lui vint quelques heures plus tard, presque par hasard. Il avait demandé à Jeanne, l'intendante de la maison depuis plus de 20 ans, de lui apporter les archives personnelles d'Élodie rangées dans le grenier. Parmi les boîtes remplies de documents divers, de lettres anciennes, de journaux intimes et de carnets de voyage, il trouva une enveloppe cachetée, sans adresse, sans timbre. Sur le devant, en lettres manuscrites,
à ouvrir en cas d'absence prolongée. Sa gorge se serra. Il hésita un instant puis déchira délicatement le papier. À l'intérieur, une lettre rédigée de la main d'Élodie. Il la reconnut immédiatement. L'écriture fine, précise, avec ses lettres légèrement penchées vers la droite. Il commença à lire. « Si tu lis cette lettre, Alexandre, c'est que quelque chose m'a empêché de revenir. Peut-être que je suis parti. Peut-être que je suis perdu. Ou peut-être que je ne pouvais plus continuer. Je sais que cette idée te révoltera, te blessera, mais je te supplie de ne pas juger trop vite. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites, non par manque de confiance, mais parce que je ne voulais pas abîmer notre équilibre fragile. » Il s'arrêta un instant, ferma les yeux, puis reprit. « Tu ne connais pas tout de mon passé. Tu ne sais pas ce que Claire a représenté pour moi. Nous avons traversé ensemble des choses que peu de gens pourraient comprendre. Elle m'a soutenu dans mes moments les plus sombres, quand je doutais de tout, même de moi-même. Et elle m'a accompagné bien avant que je ne sois prête à devenir mère. » Il sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. « Tu as toujours pensé que notre vie était simple, qu'il suffisait d'aimer pour que tout fonctionne. Mais la vérité, c'est que certaines blessures ne guérissent jamais. Et certaines promesses, celles que l'on se fait en secret, entre deux adolescentes qui se tiennent la main dans une chambre froide d'internat, peuvent façonner des vies entières. Claire est cette promesse. Elle est mon refuge. Et elle est bien plus importante pour Louis que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Les mains d'Alexandre tremblaient. Il relut la lettre plusieurs fois, incapable de s'en détacher. Ce qu'il comprenait entre les lignes dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Claire n'était pas seulement une amie de longue date. Elle était liée au destin d'Élodie par quelque chose de plus profond, de plus indéfectible. Une dette, une mission ou un amour silencieux. Il n'aurait su le dire. Ce soir-là, il fit appeler Claire dans le bureau. Elle entra sans montrer d'hésitation. Elle s'attendait probablement à cet instant. Il lui montra la photo. Elle ne la commenta pas. Il sortit ensuite la lettre. Elle hocha doucement la tête. « Elle t'a confié des choses que moi-même, je n'aurais jamais osé dire, » murmura Claire. « Nous avons partagé bien plus que tu ne crois. Et j'ai respecté son silence parce qu'elle me l'avait demandé. Tu étais là depuis le début, dit-il lentement. Tu as tout vu. Tu savais tout. Pas tout. Mais assez pour comprendre que ce que nous vivions, Élodie et moi, ne pouvait pas être raconté comme une simple histoire d'amitié. Alors dis-le-moi. Raconte-moi. Je veux savoir. » Elle le regarda avec une intensité nouvelle. Plus de peur, plus de réserve, juste une fatigue immense. Nous étions deux adolescentes brisées par des familles qui ne voyaient en nous que des apparences à préserver. Elle avait peur de devenir femme. Moi, j'avais peur de disparaître. Nous nous sommes accrochés l'une à l'autre comme on s'accroche à une branche dans une tempête. Et un jour, elle m'a dit « Si jamais je dois avoir un enfant, je veux que ce soit avec toi, d'une manière ou d'une autre. » C'était une phrase d'enfant. Presque une promesse en l'air, mais elle ne l'a jamais oubliée. Elle l'a portée en elle jusqu'à sa disparition. Alexandre sentit que le sol se dérobait sous lui. Il n'avait pas encore tout entendu, il le savait, mais déjà le monde qu'il pensait avoir compris s'effondrait, et ce nom que personne ne prononçait, ce lien muet entre deux femmes, s'imposait maintenant comme la clé de toutes ces questions. Restait à savoir jusqu'où cette vérité allait les mener. L'orage menaçait depuis le matin, chargé de cette tension électrique que même les murs de la vieille demeure semblaient ressentir. Alexandre avait passé la nuit précédente sans trouver le sommeil. Hanté par les révélations successives, le regard fixe vers le plafond de sa chambre, comme s'il pouvait y déchiffrer les mots d'Élodie restés en suspens. La promesse faite entre deux jeunes filles à l'internat, l'apparente dévotion de Claire, le silence de Louis brisé par un mot unique et déchirant, tout cela formait un puzzle qu'il n'arrivait pas encore à assembler sans que le cœur ne se serre à chaque nouvelle pièce. Il avait demandé à Claire de le retrouver dans le petit salon du rez-de-chaussée, celui où Élodie aimait s'isoler les dimanches après-midi pour lire. Il voulait des réponses, mais plus encore, il voulait entendre l'histoire complète, sans interruption, sans demi-mot. Cette fois, il n'accepterait pas de zone d'ombre. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle le trouva assis, les mains croisées, le regard fixé sur la fenêtre où les premières gouttes de pluie commençaient à dessiner des traînées. Elle s'installa sans qu'il ait besoin de lui en donner la permission. Ils étaient désormais au-delà des conventions. « Tu m'as dit qu'Élodie t'avait fait une promesse et que tu l'avais suivie jusque dans cette maison, » commença-t-il. « Mais tu n'as pas tout dit. Tu m'as parlé de votre passé à l'internat, de votre amitié. Maintenant,
Je veux que tu me racontes tout, depuis le début, comme si je ne savais rien. » Claire prit un moment pour rassembler ses pensées, ses souvenirs. Puis elle parla d'une voix posée mais intense, comme si chaque mot était extrait de couches profondes de mémoire. « Nous nous sommes connus à l'âge de 14 ans. Le pensionnat était strict, isolé, un endroit où les filles de bonne famille étaient envoyées pour y recevoir une éducation rigide. Élodie avait déjà ce mélange de grâce et de solitude. Elle attirait tous les regards, mais n'autorisait personne à l'approcher. Moi, j'étais l'invisible. L'élève modèle dont personne ne se souvenait après la remise des prix. Mais elle m'a vu. Un jour, sans raison, elle s'est assise à côté de moi et a commencé à parler. C'est ainsi que tout a commencé. Alexandre l'écoutait sans bouger, chaque mot glissant lentement jusqu'à lui. Nous sommes devenus inséparables, pas comme les adolescentes qui partagent des secrets de mode ou des potins. Nous étions comme deux parties d'une même respiration. Elle était ma lumière, j'étais son ancrage. On passait des nuits à se confier, à écrire des lettres qu'on ne postait jamais, à faire des promesses impossibles. L'une d'elles, la plus étrange peut-être, était celle de ne jamais se quitter, quoi qu'il arrive. Elle disait que si la vie l'enfermait dans un destin qu'elle n'avait pas choisi, elle reviendrait toujours vers moi, que j'étais sa maison. Elle fit une pause, le regard dans le vide, puis continua. Après le pensionnat, nos chemins se sont séparés. Elle est partie étudier à Paris, s'est engagée dans des cercles sociaux où je n'aurais jamais eu ma place. Moi, je suis resté dans l'ombre, mais elle a toujours gardé le contact. Elle m'envoyait des lettres, m'appelait en cachette. Elle me racontait tout, ses doutes, ses peurs, ses envies de fuir, mais aussi sa fascination pour la vie qu'elle commençait à construire avec toi. Elle t'aimait, Alexandre, mais elle se sentait toujours divisée. Comme si une partie d'elle n'avait jamais quitté l'adolescente qu'elle avait été avec moi. « Et toi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Tu l'aimais » Claire ne baissa pas les yeux. Elle ne trembla pas. « Oui, d'un amour silencieux, douloureux, fidèle. Elle le savait. Et elle me protégeait autant qu'elle s'autorisait à me garder près d'elle. Quand elle a appris qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle m'a écrit une lettre. Elle m'a dit « Tu es la seule personne en qui je peux encore croire. Si je dois fonder une famille, je veux que tu sois là, que tu en fasses partie, même si personne ne le sait. » Alexandre sentit son estomac se nouer. Il avait vécu aux côtés d'une femme dont il ignorait presque tout de l'univers intérieur. Il croyait l'avoir aimée, l'avoir connue, mais les fondations de leur mariage étaient en train de se fissurer à la lumière de cette confession. « C'est pour ça que tu es venu travailler ici ?» demanda-t-il. « Non, pas tout de suite. Elle a d'abord essayé de vivre cette vie sans moi, mais après la naissance de Louis, elle a changé. Quelque chose en elle s'est effondré. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à trouver sa place, qu'elle se sentait étrangère à ce rôle de mère. Elle pleurait souvent. Elle m'a supplié de venir, pas comme une amie, ni comme une sœur, ni comme une confidente, mais comme une encre pour Louis. Elle disait qu'il avait besoin de moi, qu'elle ne savait pas comment être là pour lui, comme il le méritait. Elle m'a offert ce rôle parce qu'elle m'aimait, mais aussi parce qu'elle me faisait confiance plus qu'à elle-même. » Il se leva, fit quelques pas, incapable de rester immobile. La tempête au dehors semblait résonner avec celle qui grondait en lui. Il s'approcha de la cheminée, s'y appuya, le dos tourné à Claire. Et le jour où elle est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, elle était différente, silencieuse, mais plus calme, comme si elle avait pris une décision. Elle m'a embrassé sur le front et m'a dit « Merci d'avoir tenu ta promesse ». Puis elle est montée voir Louis. Elle est restée seule avec lui une dizaine de minutes. Quand je suis allé voir, elle était partie, sans un mot, sans une lettre, juste son parfum dans le couloir et une dernière trace sur son oreiller. Alexandre ferma les yeux. Les larmes ne venaient pas. Il n'y avait plus de place pour les larmes. Seulement un vertige immense, un vide impossible à combler. Claire se leva à son tour, s'approcha lentement et posa une main sur son bras. « Je ne te demande pas de comprendre, ni même de pardonner, mais je te dis la vérité, toute la vérité, parce que je n'ai plus peur, et parce que Louis mérite qu'on avance, même avec tout ce poids. » Il ne répondit pas. Il resta là, immobile, sentant pour la première fois depuis longtemps que la maison elle-même semblait écouter, retenir son souffle, comme si les murs voulaient aussi savoir ce que le cœur d'Élodie avait vraiment abrité. Et dans cette attente suspendue, il comprit que la vérité n'était pas un coup de tonnerre, mais un long écho,
un écho qui continuait de résonner à travers ceux qui restaient. Le lendemain, le ciel restait chargé, comme si la ville elle-même peinait à respirer. Alexandre, éprouvé par le flot de révélations que Claire avait libéré, se leva plus tôt que d'habitude. Son esprit ne lui permettait pas de rester inactif, et une voix intérieure, insistante, lui murmurait qu'il n'avait pas encore atteint le fond de l'histoire. Il prit son manteau et, sans même prendre de petit déjeuner, appela son chauffeur. Il ne voulait plus entendre des demi-vérités, ni se contenter de souvenirs racontés. Il voulait des preuves, des documents, des faits tangibles. Il ordonna d'être conduit dans le cabinet juridique qui gérait les affaires familiales depuis des années. Le bureau se trouvait dans un vieil immeuble du Marais, à l'abri des regards. Les murs épais, les moulures et les meubles anciens donnaient à l'endroit une gravité presque sacrée. Il fut accueilli par Maître Lemoine, un avocat discret, presque effacé, mais d'une rigueur inébranlable. Alexandre n'avait jamais eu affaire à lui pour autre chose que des formalités, mais cette fois, il entra dans son bureau avec une détermination farouche. « Je veux tout ce que vous avez sur Élodie. Dossiers, lettres, documents privés, accords prénuptiaux, clauses testamentaires. Tout. » L'avocat le regarda avec surprise, puis, sans poser de questions, s'exécuta. Il sortit une épaisse chemise d'un tiroir verrouillé et la posa devant lui. Alexandre ouvrit le dossier, les mains légèrement tremblantes. Les premières pages étaient banales. Certificat de naissance, copie du contrat de mariage, état bancaire conjoint. Mais, au fil des documents, quelque chose d'étrange émergeait. Des clauses inhabituelles, des annotations écrites à la main par Élodie, certaines raturées, d'autres soulignées. Un document attira immédiatement son attention. Un accord confidentiel, signé 3 ans avant la naissance de Louis, évoquant une procédure d'adoption. Le nom de l'enfant n'y figurait pas, mais la date et les termes indiquaient clairement une démarche entamée de manière privée. Plus étonnante encore, l'accord précisait que l'enfant ne devait pas porter le nom de sa mère biologique et que l'origine exacte devait rester scellée. Ce document n'avait jamais été discuté entre lui et Élodie, jamais mentionné. Il n'avait même jamais su qu'elle avait consulté un avocat à ce sujet. Il se tourna vers Maître Lemoine. « Pourquoi ce document ne m'a-t-il jamais été présenté ? Madame Dumas m'avait explicitement demandé de ne pas vous en informer, sauf en cas de disparition prolongée ou de demande directe de votre part. Elle souhaitait préserver votre sérénité. » Alexandre se leva, fit les 100 pas dans la pièce, les bras croisés, envahi par une colère froide. « Et vous avez obéi sans poser de questions ? Je suis tenu au secret professionnel, monsieur. Je n'ai fait que respecter ses souhaits. » Il revint vers le bureau, saisit un autre document, une lettre cette fois, non datée, non signée, mais clairement rédigée de la main d'Élodie. Elle y parlait de son incapacité à porter un enfant, de sa honte, de son sentiment d'échec en tant que femme, en tant qu'épouse. Mais ce n'était pas un simple cri de douleur. Elle y parlait aussi de Claire, de sa force, de sa loyauté, de son lien unique avec Louis. Elle écrivait « Si je pars un jour, je sais qu'il ne sera pas seul. Claire est plus qu'une amie. Elle est une partie de moi que tu n'as jamais comprise. » Ces mots le transpercèrent. Il resta un long moment à fixer la feuille, les doigts crispés sur les bords. Tout ce qu'il avait cru maîtriser, tout ce qu'il avait bâti avec Élodie, semblait désormais reposer sur des arrangements invisibles, sur des promesses faites dans l'ombre, sur une vérité morcelée. Et au centre de ce labyrinthe, Claire, non comme une intruse, mais comme une gardienne silencieuse de ce qu'Élodie n'avait jamais pu lui dire en face. Il rassembla les documents, les glissa dans une pochette et quitta le cabinet sans un mot. De retour à la maison, il monta directement dans le bureau d'Élodie. Il y disposa les papiers sur le bureau, les étala devant lui, comme pour reconstituer un puzzle. Il relut tout, plusieurs fois, chaque ligne, chaque mot, chaque silence. Il comprenait enfin que le lien entre Claire et Élodie dépassait tout ce qu'il aurait pu tolérer à l'époque, mais qu'il ne pouvait plus nier aujourd'hui. Plus tard dans l'après-midi, il convoqua Claire dans le bureau. Elle entra, les traits fatigués, mais sans peur. Il ne lui montra pas immédiatement les documents. Il la regarda longuement, comme s'il essayait de lire en elle les secrets que les mots ne pouvaient formuler. « Elle t'a confié Louis dès sa naissance, n'est-ce pas ? Pas comme une nourrice, comme une mère. » Claire baissa les yeux. Pour la première fois, elle ne répondit pas immédiatement. Puis elle hocha la tête lentement. « Elle m'a demandé de rester proche de lui.
de l'aimer comme s'il était mien. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment faire, que l'amour ne lui venait pas naturellement. Elle avait peur de lui faire du mal. Elle m'a supplié de l'aider. Et moi, je n'ai pas su dire non. Il posa la lettre manuscrite sur le bureau. Claire l'a reconnue au premier regard. « Tu savais qu'elle avait écrit ça ?»« Non, mais je le devinais. » Élodie n'écrivait que lorsqu'elle se sentait sur le point de s'effondrer. C'était sa manière de se raccrocher à quelque chose. Il resta silencieux un moment, puis d'une voix presque étranglée, « Et toi, qu'as-tu fait de tout cela? Tu as pris la place. Tu as laissé Louis t'appeler maman. » Elle releva les yeux, droit dans les siens. « Je n'ai pris aucune place. Je n'ai rien volé. C'est lui qui m'a choisi. Ce mot, il est venu de lui, pas de moi. Et je ne l'ai jamais encouragé. Mais je ne l'ai pas arrêté non plus, parce que je savais qu'il avait besoin d'une figure stable, d'un cœur qui bat pour lui. Tu étais là, mais absent. Élodie était là, mais brisée. Alors j'ai tenu bon, pour lui. Le silence entre eux fut plus lourd que jamais. Mais cette fois, il n'était plus destructeur. Il portait quelque chose de nu, de vrai. Alexandre, bien qu'encore déboussolé, sentait que cette vérité douloureuse avait une force insoupçonnée. Il avait devant lui non pas une rivale, mais une survivante. Une femme qui avait traversé la même tempête que lui, avec ses propres armes, ses propres blessures. Il regarda les papiers une dernière fois, puis les repoussa doucement sur le côté du bureau. Il reste une question, Claire. Une seule, mais elle changera tout. Elle attendit, le cœur suspendu. « Est-ce que Louis est ton fils biologique ?» Elle ferma les yeux. Juste une seconde. Et ce simple geste suffit à lui faire comprendre que la réponse était oui. Le poids du secret, si longtemps gardé, venait de franchir la dernière frontière. Mais les mots n'étaient pas encore venus. Pas encore. Car ce que cette réponse impliquerait allait bouleverser jusqu'au fondement même de leur famille. Le vent soufflait fort ce matin-là. Des feuilles mortes volaient dans les allées du jardin, frappant les vitres comme pour annoncer l'inéluctable. Alexandre, toujours secoué par la révélation silencieuse de Claire, n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Le regard fixé sur le plafond, il avait ressassé chaque détail de leur histoire, chaque geste d'Élodie, chaque absence de réponse, chaque silence pesant dans les conversations passées. Tout ce qu'il croyait être la construction solide d'une vie à deux s'effritait sous ses yeux. Et plus les pièces tombaient, plus la silhouette de Claire devenait centrale. Pas comme une menace, mais comme un pilier. Il descendit dans le salon à l'aube. Claire était déjà là. Elle ne semblait pas surprise de le voir. Elle tenait une tasse de thé entre ses mains, assise dans le fauteuil qu'Élodie aimait autrefois. Elle leva les yeux vers lui, et cette fois, ce fut Alexandre qui parla le premier. « Il est temps. Tu vas me dire ce qu'il s'est passé ce jour-là. Tout, sans filtre. Je veux la vérité. » Claire posa lentement sa tasse sur la table basse. Son regard ne fuyait pas. Elle acquiesça silencieusement, puis inspira profondément. Lorsqu'elle commença à parler, sa voix était calme mais chargée d'une émotion contenue, comme si chaque mot qu'elle prononçait arrachait quelque chose en elle. Ce matin-là, Élodie s'est levée plus tôt que d'habitude. Elle n'avait pas dormi. Je le savais. Elle avait passé la nuit à faire les 100 pas dans le couloir, à ouvrir et refermer les tiroirs de son bureau, à tourner les pages de son journal sans les lire. Je l'ai trouvée dans la cuisine, devant une tasse de café froide. Elle m'a regardé comme si elle s'était résignée à quelque chose, pas une résignation triste, une résignation apaisée. Elle m'a dit « Je pense que je vais m'absenter un moment ». C'était la seule chose qu'elle m'a confiée ce jour-là. Alexandre écoutait en silence, son corps immobile mais son esprit en ébullition. Claire poursuivit « Elle m'a demandé de m'occuper de Louis pendant qu'elle prenait un bain. Elle a passé 1 heure enfermée dans la salle de bain. Ensuite, elle est sortie, habillée simplement, les cheveux encore humides, sans maquillage. Elle a pris Louis dans ses bras. Ils sont restés dans sa chambre une 20aine de minutes. Je n'ai pas osé entrer. J'entendais sa voix douce, calme. Elle lui parlait comme si elle disait au revoir sans que l'enfant le comprenne. Puis elle est descendue, a pris son sac, un petit sac, presque vide, et s'est arrêtée à l'entrée. Claire ferma les yeux, se rappelant chaque seconde avec une précision douloureuse. Elle m'a regardé, longuement. Elle a touché ma joue et m'a dit « Merci d'avoir tenu ta promesse ». Ce sont les dernières paroles qu'elle m'a adressées. Puis elle est sortie, et je ne l'ai plus jamais revue. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Alexandre sentait son cœur battre plus fort, plus douloureusement.
Il posait enfin les 2 pieds dans la vérité. Et cette vérité n'avait rien de spectaculaire. Elle n'avait rien d'un crime, d'un accident, d'un enlèvement. C'était une fuite douce, maîtrisée, presque inévitable. « Tu penses qu'elle a mis fin à ses jours ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. Claire secoua la tête. Non, elle n'était pas dans cet état-là. Elle avait peur, oui, mais pas de mourir. Elle avait peur de rester. Elle se sentait étrangère à sa propre vie. Elle m'avait confié quelques jours avant qu'elle pensait ne pas avoir été faite pour cette existence, qu'elle s'était trompée de chemin, que l'amour qu'elle avait ressenti pour toi, pour Louis, n'était pas suffisant pour éteindre ce vide qu'elle portait en elle. Et tu ne m'as rien dit ? Que pouvais-je dire, Alexandre ? Elle était ta femme. C'est à toi qu'elle aurait dû confier ses doutes. Moi, je n'étais que l'ombre à ses côtés. Elle ne voulait pas que tu saches. Elle disait que cela te détruirait, que tu continuerais à l'aimer, même si elle ne pouvait plus t'aimer comme avant. Les mots étaient comme des coups de couteau, mais chacun d'eux ouvrait une plaie qu'il fallait de toute manière affronter. Alexandre se leva, marcha lentement jusqu'à la cheminée, s'y appuya. Il sentait le poids des années s'abattre sur ses épaules. Elle m'aimait, j'en suis certain, peut-être pas comme on rêve qu'on soit aimé, mais elle m'aimait à sa façon, et j'ai refusé de voir ses fractures. J'ai préféré croire que tout allait bien. Que Louis, la maison, l'argent, notre cercle d'amis suffisaient. Claire s'approcha lentement, se tenant à quelques pas de lui. Tu n'étais pas aveugle, Alexandre. Tu étais amoureux. Et parfois, aimer, c'est ne pas voir ce qui fait mal. Moi, je voyais, parce que je connaissais ce vide. Je le portais aussi à ma manière. Il la regarda. Pour la première fois, il vit Claire non comme une pièce rapportée de cette histoire, mais comme un personnage central, aussi essentiel que lui, aussi impliqué dans le drame, mais dans une souffrance parallèle. Elle n'avait jamais revendiqué quoi que ce soit. Elle avait simplement été là, présente, résistante, fidèle à une promesse ancienne et sacrée. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait? Non, elle n'a rien dit, mais elle a pris un train, je le sais. Je l'ai su plus tard, par une connaissance. Elle a été vue à la gare de Lyon, seule, sans billet réservé, puis plus rien, comme si elle s'était dissoute dans l'air. Alexandre se laissa tomber dans un fauteuil. Il était vidé. Ce qu'il avait redouté depuis des années n'était pas la mort d'Élodie, mais sa décision consciente de partir. Le fait qu'elle ait choisi de les quitter, lui et leur fils, pour sauver ce qu'elle croyait être son dernier éclat de liberté. Cette pensée lui faisait plus mal que la pire des tragédies, mais en même temps, elle expliquait tout. Le silence de Louis, l'instabilité émotionnelle d'Élodie, la présence de Claire devenue indispensable. Tu penses qu'elle reviendra un jour? Non, je pense qu'elle s'est déjà effacée. Elle n'a jamais voulu que Louis vive avec une mère absente de corps mais présente d'esprit. Elle a préféré disparaître complètement, laisser une place vide que quelqu'un d'autre pourrait un jour remplir. Même si c'était moi. Il leva les yeux vers elle. Et toi, Claire, tu n'as jamais voulu partir? Elle sourit tristement. J'ai voulu, mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne pouvais pas laisser Louis seul, pas après ce que j'avais promis à Élodie, et pas après ce que j'avais déjà commencé à ressentir pour lui. Ce jour-là, la pluie tomba sans interruption, et dans cette maison silencieuse, pour la première fois, toutes les vérités avaient été dites. Mais une dernière question restait suspendue. Non pas sur Élodie, non pas sur son départ, mais sur l'origine de Louis. Une origine que seule Claire pouvait encore dévoiler. Une vérité que cette fois, aucun des deux ne pourrait éviter plus longtemps. Le vent s'était apaisé, mais l'atmosphère demeurait lourde dans la maison. Depuis la confession de Claire à propos du départ d'Élodie, un calme étrange s'était installé entre eux. Ce n'était ni une paix, ni une réconciliation. C'était l'accalmie qui précède une autre onde de choc, celle que chacun pressentait sans encore oser nommer. Alexandre savait que Claire détenait encore une vérité plus profonde, une qui concernait non plus seulement le passé, mais la chair même de son fils. Mais il n'était pas prêt. Pas encore. Il devait d'abord affronter ce qui vivait sous son propre toit, un enfant muet qui commençait à parler, et une femme, devenue indispensable, que son cœur refusait encore de placer. Les jours suivants se déroulèrent dans une lenteur inhabituelle. Alexandre tenta de reprendre ses activités professionnelles, mais son esprit ne parvenait pas à se détacher de la maison. Les documents qu'il avait récupérés chez l'avocat, les mots d'Élodie, les regards silencieux de Claire, tout cela revenait en boucle dans sa mémoire, comme un manège qui ne s'arrêtait jamais. Il restait souvent assis dans le salon,
regardant Louis jouer seul, ses petites mains assemblant des pièces de puzzle, ses yeux plongés dans une concentration silencieuse. Mais un matin, un nouveau détail bouleversa sa routine. En entrant dans la salle de jeu, il surprit Louis en train de parler. Pas à haute voix, mais en chuchotant, face à une peluche posée contre un coussin. Il répétait quelque chose, encore et encore. « Maman est partie, maman est partie, maman est partie. » 3 fois sans hésitation. Alexandre resta figé sur le seuil, incapable d'avancer, son cœur battant à tout rompre. C'était une phrase, une construction complète. Pas un mot isolé. Louis avait assemblé un souvenir ou un fragment de compréhension. Il parlait. Il exprimait une perte. Ce fut Claire qui le rejoignit quelques secondes plus tard. Elle s'arrêta à ses côtés, vit la scène, posa doucement une main sur son bras. Alexandre n'eut pas la force de parler. Il regardait son fils et pour la première fois depuis longtemps, il sentit monter en lui une émotion pure, presque incontrôlable. De la peine, bien sûr, mais aussi un amour brut, total, pour cet enfant qui commençait à sortir de son silence. Plus tard, alors que Louis faisait la sieste, Alexandre et Claire restèrent seuls dans la cuisine. Il tourna la tête vers elle, le regard grave. « Tu entends ce qu'il dit ? Il parle d'elle. Il comprend qu'elle est partie. » « Il comprend depuis longtemps, répondit-elle doucement. Mais il ne savait pas comment le dire. Les enfants ressentent bien plus qu'on ne le croit. Il a senti son absence dans son corps, dans ses nuits, dans tes silences, et aussi dans mes bras. Et pourtant, il t'appelle encore maman. Oui, parce que c'est ainsi qu'il me perçoit, pas comme une remplaçante, pas comme un mensonge, mais comme un refuge. Il ne connaît pas la complexité des rôles. Pour lui, une maman est celle qui est là, qui le prend quand il tombe, qui le borde la nuit. Et c'est moi qui ai fait tout cela. Alexandre baissa la tête. Il ne pouvait pas lui donner tort, mais l'acceptation de cette réalité le brûlait. Il était partagé entre 2 fidélités, celle à la mémoire d'Élodie et celle à l'évidence du présent. Et entre ces 2 pôles, il y avait Louis, fragile, mais enfin en mouvement. Un enfant qui commençait à guérir. « Et moi ?» demanda-t-il soudain. « Quel père suis-je devenu ? Absent, fuyant, passif. Non, tu as fait comme tu as pu, tu t'es effondré en silence, comme elle, comme moi. Mais maintenant, tu es là, et c'est tout ce qui compte. » Il la regarda longuement. Et dans ce regard, il y avait plus que de la reconnaissance. Il y avait une question, une attente, peut-être même une envie de construire autrement. Mais avant cela, il fallait que toute la vérité soit dite. Claire le savait, et Alexandre aussi. Ce même jour, en fin d'après-midi, une information inattendue surgit, bouleversant l'équilibre fragile qu'ils tentèrent de reconstruire. Jeanne, l'intendante, revint du marché du quartier en disant à Alexandre qu'une cliente de la boulangerie, une femme âgée du voisinage, avait prétendu avoir vu Élodie à Lyon quelques mois auparavant. Elle ne l'avait pas abordée, mais elle jurait l'avoir reconnue. Même silhouette, même manière de se coiffer, même démarche. Ce témoignage pourtant vague fit trembler Alexandre. Il se précipita dans le bureau, attrapa son téléphone, commença à chercher les hôtels autour de la gare de Lyon, puis se ravisa. Il se tourna vers Claire. Elle aurait pu être vivante tout ce temps. « Tu savais quelque chose ?» Claire secoua la tête, visiblement troublée. « Non, mais si c'est vrai, alors elle n'a jamais voulu être retrouvée. Et s'il y avait eu une raison, un événement, une peur plus grande que tout ?» Claire resta silencieuse, mais dans ses yeux, Alexandre lut une angoisse ancienne qui ressurgissait, comme si elle aussi pressentait que cette nouvelle allait les forcer à revisiter ce qu'ils croyaient enfin stabilisé. 2 jours plus tard, il décida de partir pour Lyon. Il ne prévint personne sauf Claire, à qui il confia Louis. Le garçon, plus éveillé que jamais, lui serra la main avant qu'il ne parte et, dans un souffle presque irréel, murmura « Papa ». Alexandre sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Ce mot tant attendu, tant redouté, prononcé au moment le plus incertain de sa vie. Dans le train, le paysage défilait sans qu'il ne le voie. Son esprit était entièrement accaparé par une idée. Et si Élodie avait survécu à son propre effondrement? Et si elle avait décidé de continuer ailleurs, sous une autre identité, dans une autre réalité? Et surtout, pourquoi? Il arriva à Lyon à la tombée de la nuit. La ville était calme, enveloppée dans une lumière dorée. Il se dirigea vers les hôtels proches de la gare, interrogeant les réceptionnistes, montrant une ancienne photo d'Élodie.
La plupart disaient ne pas l'avoir vue. Mais dans une petite pension familiale, une jeune femme affirma qu'une cliente ressemblant fortement à la photo était restée là quelques nuits. Elle se faisait appeler Hélène, portait des vêtements sobres, parlait peu. Elle avait quitté les lieux il y a environ un mois, laissant derrière elle un sac qu'elle n'avait jamais réclamé. Alexandre demanda à le voir. Il s'agissait d'un petit sac en toile beige. À l'intérieur, une écharpe en laine, un carnet vierge et, entre les pages, une vieille photo pliée. Lorsqu'il la déplia, il sentit le sol se dérober sous lui. La photo représentait Élodie et Claire, très jeunes, souriantes, et dans leurs bras, un bébé. Un nourrisson que ni le temps ni la distance n'avaient pu effacer. Mais ce n'était pas Louis. Ce moment suspendit son souffle. Ce n'était pas seulement une trace, c'était un indice, peut-être même une clé. Et s'il avait toujours cru être au centre de l'histoire, cette photo semblait lui dire qu'il n'en avait été qu'un témoin partiel. Ce que cette image signifiait réellement, il n'osait pas encore formuler. Mais une chose était certaine, il allait devoir redéfinir le mot famille, et le faire sans filet. Le trajet du retour à Paris se déroula dans un silence absolu. Alexandre, assis près de la fenêtre, observait défiler les paysages sans vraiment les voir. La photo retrouvée dans la pension de Lyon était posée dans son portefeuille, comme une brûlure qu'il n'osait pas toucher à nouveau. Cette image, si simple à première vue, soulevait une multitude de questions dont aucune ne trouvait de réponse immédiate. Ce n'était pas seulement la présence de Claire et d'Élodie qui le troublait, ni même leur complicité évidente dans ce moment figé du passé, mais ce nourrisson entre elles, ce bébé qu'il ne connaissait pas, ce visage minuscule qu'il ne reconnaissait pas. De retour à la maison, la pluie battait les vitres avec une intensité inhabituelle. Il n'entra pas immédiatement. Il resta un long moment sous le porche, son esprit submergé. Lorsqu'il franchit enfin la porte, Claire l'attendait dans le hall. Elle lut immédiatement sur son visage que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la fatigue. C'était l'expression d'un homme qui venait de traverser un seuil invisible. « Tu l'as vue » demanda-t-elle. « Non, mais je sais qu'elle était là. Il y a peu. » Claire ne répondit pas. Alexandre sortit la photo de son portefeuille, la tendit vers elle. Elle la regarda, et son souffle se suspendit. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Il n'en avait pas besoin. Son regard, sa façon de serrer les lèvres, sa main qui tremblait légèrement, suffisaient à tout dire. Ce bébé est Claire. Ce n'est pas Louis. Qui est-ce? Elle referma les doigts sur l'image, comme pour empêcher qu'elle s'envole, puis alla s'asseoir sur le canapé du salon. Alexandre la suivit, s'installa en face d'elle, dans le fauteuil. Il ne la quittait pas des yeux. « Il faut que tu me dises la vérité. Cette fois, toute la vérité. Parce que cette photo, ce bébé, ton regard, je commence à croire que je n'ai jamais vraiment su d'où venait mon propre fils. » Claire posa la photo sur ses genoux, la regarda longuement, puis releva les yeux vers lui. Son visage était calme, mais son regard chargé d'une tristesse ancienne. Il s'appelait Théo. Il était mon premier enfant. Élodie m'avait proposé de l'élever avec elle, en secret, mais j'avais refusé. J'étais trop jeune, trop instable. J'ai confié Théo à une famille adoptive. Je n'ai jamais cessé de penser à lui. Et elle non plus. Alexandre sentit son cœur se serrer. Tu veux dire qu'Élodie connaissait ton histoire avant Louis? Oui. C'est même à partir de là que tout a basculé. Elle avait été témoin de ma douleur, de mes regrets. Et lorsqu'elle a découvert qu'elle était stérile, elle m'a demandé une faveur inimaginable pour la plupart des gens. Mais pour elle, c'était la seule manière de garder quelque chose de nous deux, de cette promesse de jeunesse, de cette loyauté qui ne s'était jamais brisée. Il comprenait maintenant. Tout devenait limpide. Trop limpide même. Une lucidité qui glaçait. Il reprit lentement comme pour se convaincre. « Tu veux dire que Louis est ton fils biologique ?» Claire hocha la tête. « Oui, je l'ai porté. Pour elle. C'était un accord privé. Aucun document officiel ne le mentionne. Elle voulait qu'il soit ton fils, qu'il porte ton nom, qu'il grandisse dans une famille aimante. Elle voulait que je reste dans l'ombre, mais que je sois là, au cas où elle ne tiendrait pas. » Il n'y eut pas de cri, pas de colère. Alexandre sentit simplement un vide s'installer dans sa poitrine. Il posa les coudes sur ses genoux, se pencha en avant, la tête entre les mains. Il avait vécu dans un mensonge. Pas un mensonge méchant, pas une trahison au sens classique, mais un mensonge construit sur un amour déformé, une loyauté tordue, une douleur camouflée. Et tu n'as jamais pensé à me le dire?
Même quand elle est partie, j'y ai pensé, chaque jour. Mais j'avais peur de ce que cela provoquerait. Je ne voulais pas que tu croies que j'avais fait ça pour m'imposer, pour te voler ton rôle. Je ne voulais pas que tu te sentes trahi. Et surtout, je ne voulais pas que Louis souffre davantage. Alexandre se leva, se mit à marcher dans la pièce. Il regardait les murs, les meubles, les tableaux accrochés avec soin. Tout ici avait été bâti sur des choix qu'il pensait maîtriser. Mais il ne contrôlait rien. Il avait été le père d'un enfant sans savoir qu'il n'en était pas le géniteur. Il avait vécu avec une femme qui portait une douleur silencieuse plus grande que la sienne, et il avait partagé son foyer avec une autre femme, complice d'un plan plus vaste que lui. Il s'arrêta net, tourna les yeux vers Claire. « Alors dis-moi maintenant, avec les mots les plus simples, pourquoi avoir accepté? Pourquoi être resté ?» Elle ne détourna pas le regard. « Parce que je l'aimais, et parce que j'aimais Louis, pas à cause du sang, mais à cause de ce qu'il est devenu dans mes bras. Je ne voulais pas qu'il vive ce que Théo avait vécu, l'abandon, l'absence, l'effacement. Je ne pouvais pas recommencer. Ce nom, Théo, résonnait désormais comme un fantôme, une ombre projetée sur le présent. Alexandre comprit que derrière tout cela, il n'y avait pas de manigance, pas de machination, juste des êtres blessés, essayant de survivre, des décisions prises avec le cœur, mais sans toujours mesurer les conséquences. Il se rassit, fatigué. Et maintenant, que suis-je censé faire de cette vérité? La cacher, l'expliquer à Louis? Rejeter tout ce que nous avons construit? Claire le regarda longtemps, puis dit « Tu peux faire ce que tu veux. Je n'ai jamais voulu t'enfermer dans ce choix. Tu peux partir, me demander de partir, faire comme si rien de tout cela n'était arrivé, ou tu peux rester et accepter que parfois les familles se construisent autrement. » Ce fut à ce moment-là que Louis entra dans la pièce, attiré par le silence. Il s'approcha de Claire, grimpa sur le canapé, posa sa tête contre son épaule. Puis, les yeux grands ouverts, il tourna la tête vers Alexandre. « Papa, » murmura-t-il, « tu viens avec nous ?» Alexandre sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce mot « nous » venait de l'enfant, pas de Claire. C'était Louis qui, dans sa pureté, posait la seule question qui comptait encore. Était-il prêt à appartenir à ce « nous » ? Était-il prêt à tout redéfinir, à tout reconstruire? Il ne répondit pas. Pas encore. Mais dans son regard, un frémissement nouveau naissait. Celui d'un homme qui n'avait peut-être pas tout perdu. Celui d'un père qui, malgré tout, avait encore le choix. Le lendemain de cette révélation définitive, Alexandre se leva sans que le poids de la nuit l'ait vraiment quitté. Il n'avait presque pas dormi. Ses pensées s'étaient entremêlées comme une toile d'araignée serrée, chaque fil tendu entre des vérités désormais indiscutables. Élodie avait orchestré la maternité de Louis dans le silence, Claire avait porté l'enfant en secret, et lui, pendant tout ce temps, avait cru vivre une paternité simple et naturelle. Mais maintenant qu'il connaissait l'origine de tout, maintenant que la douleur avait pris la forme d'une connaissance concrète, il se retrouvait à l'aube d'un choix. Pas un choix imposé par la loi ou par le sang, un choix de cœur, de conscience, d'humanité. Il descendit dans la cuisine, trouva Claire assise près de la fenêtre, les traits fatigués, les mains posées à plat sur la table, comme quelqu'un qui attend un verdict qu'il connaît déjà, mais qu'il espère encore pouvoir influencer. Elle ne parla pas. Elle le regarda simplement s'asseoir en face d'elle. Le silence était moins pesant qu'autrefois. Il n'était plus chargé de non-dits. Il était celui qui précède l'énoncé d'un destin. « Je n'ai pas dormi », dit Alexandre d'une voix basse. Claire hocha doucement la tête. Elle non plus, visiblement. « J'ai passé la nuit à revoir chaque instant avec lui, chaque anniversaire, chaque fièvre, chaque regard. Et je me rends compte que rien de tout cela ne disparaît parce que tu m'as dit qu'il était ton fils. Mon lien avec lui, il est réel. Il n'est pas dans le sang, non, mais il est dans les gestes, dans l'attente devant la porte de sa chambre quand il pleurait, dans mes mains quand je lui lisais des histoires, dans la peur que j'ai ressentie la première fois qu'il a disparu dans le jardin, dans la joie silencieuse que j'ai eue quand il a prononcé « papa ». Il s'interrompit un instant, regardant ses doigts posés sur la table. Claire restait immobile. Mais je ne peux pas effacer le fait qu'il t'appartient aussi, et qu'il le sait, d'une manière qu'il ne comprend pas encore. Il te cherche des yeux quand il est triste. Il t'écoute sans même que tu parles. Et maintenant, je vois pourquoi. Claire ouvrit la bouche,
Mais Alexandre leva doucement la main. « Laisse-moi finir. J'ai besoin de poser ça quelque part. J'ai besoin de dire que je t'en veux. Pas parce que tu as été la mère de mon fils, mais parce que tu as porté seule quelque chose que j'aurais pu porter avec toi. Tu aurais dû me faire confiance. Et tu ne l'as pas fait. » Claire baissa la tête. « Je sais, et je ne peux pas revenir en arrière. » Il acquiesça lentement. « Non, tu ne peux pas. Mais nous pouvons peut-être faire autrement à partir de maintenant. Il y a une chose que je ne veux pas, perdre Louis. Et pour ne pas le perdre, je dois accepter ce que nous sommes devenus tous les trois. Une constellation étrange, mais possible. »« Tu veux dire ?» demanda Claire, hésitante. « Je veux dire que je suis prêt à vivre avec la vérité, à cesser de faire semblant, à reconnaître que ma famille n'est pas celle que j'avais imaginée, mais que ce n'est pas pour autant une famille détruite. » Le silence s'épaissit encore. Pas de l'angoisse, mais une sorte d'émerveillement effrayé. « Tu veux qu'on vive ensemble ?» demanda Claire. « Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je sais juste que Louis a besoin de nous deux, et que je ne veux plus le voir essayer de réparer seul ce que nous avons cassé ensemble. Je ne suis pas sûr de pouvoir être ta compagne, Alexandre. Je n'ai jamais pensé à toi de cette façon. Pas même quand Élodie était là. Je ne veux pas que notre cohabitation soit un fardeau pour toi. Ce n'est pas ce que je te demande. Je ne te demande pas de remplir un rôle. Je te demande d'être là, officiellement, pas dans l'ombre. Je veux que Louis sache que nous sommes là ensemble pour lui et que nous avons fait le choix de ne plus lui cacher quoi que ce soit. » Claire se leva lentement. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Et s'il me rejette? S'il comprend un jour ce qu'on lui a caché et qu'il me repousse? Alors, nous lui expliquerons, ensemble. Nous lui dirons que tout ce que nous avons fait, c'était pour lui éviter de souffrir, qu'on s'est trompé parfois, mais qu'on l'a aimé à chaque seconde. » Elle revint vers lui, se rassit, et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas des larmes de douleur, des larmes de soulagement, de vérité enfin dite, enfin partagée. Les jours qui suivirent furent marqués par une lente réorganisation. Alexandre fit modifier les documents officiels de tutelle, réécrivit son testament et contacta un psychologue spécialisé pour enfants afin d'accompagner Louis dans la transition. Claire, de son côté, sortit de l'ombre. Elle n'était plus la nourrice. Elle était présentée comme ce qu'elle était vraiment, une figure parentale à part entière. Louis, encore jeune, n'émit pas de résistance. Il accepta cette nouvelle structure comme un prolongement naturel de ce qu'il vivait déjà au quotidien. Mais le moment le plus délicat arriva un dimanche matin. Alexandre et Claire s'assirent à côté de Louis dans le salon et ensemble, ils lui racontèrent une histoire sans fioriture, pas un conte de fées, une histoire vraie, de promesses, de douleur, d'amitié, de disparition. Une histoire de trois cœurs qui avaient cherché, chacun à leur manière, une forme de paix. Louis écouta, les yeux grands ouverts. Il ne comprit sans doute pas tout, mais il ne demanda rien. Il tendit la main vers celle d'Alexandre, puis vers celle de Claire, les joignant sur ses genoux. Et dans ce geste simple, silencieux, ils surent qu'ils avaient fait le bon choix. Ce n'était pas le bonheur parfait, ce n'était pas la famille traditionnelle, mais c'était un foyer, un cercle reconstruit sur la sincérité. Et parfois, cela suffit. Parfois, c'est même plus que ce qu'on aurait osé espérer. Le temps avait fini par changer. Le ciel gris et lourd qui avait pesé sur la maison pendant des semaines s'était enfin levé, laissant passer une lumière tiède, presque printanière, même si l'hiver n'avait pas encore reculé. Le vent s'était calmé. Les vitres ne vibraient plus sous les bourrasques. Le jardin que Louis n'avait pas visité depuis des jours brillait d'une rosée douce et les pas d'enfants s'y dessinaient de nouveau, légers, incertains, mais réels. À l'intérieur, les choses avaient bougé aussi. Sans heurts, sans grand bouleversement visible, mais de manière profonde. Claire ne dormait plus dans l'aile des domestiques. Elle avait emménagé dans une chambre proche de celle de Louis, non pas comme une nouvelle maîtresse de maison, mais comme une présence affirmée, reconnue, respectée. Alexandre, lui, reprenait doucement goût à la stabilité. Il se levait plus tôt, partageait les repas avec son fils, riait parfois à des détails anodins, et s'autorisait même à poser sa main sur l'épaule de Claire au détour d'un couloir. Ces gestes, bien que simples, étaient pour lui d'une intensité inédite. Chaque contact était une manière de réparer, de recoller les morceaux d'un passé fracturé. Le poids du mensonge n'avait pas disparu, mais il avait changé de texture. Ce n'était plus un fardeau oppressant.
C'était une mémoire en transformation. Louis, de son côté, avait commencé à parler. Pas avec fluidité, pas avec assurance, mais avec cette liberté timide de ceux qui n'ont jamais été forcés à sortir du silence. Il choisissait ses mots avec soin, comme s'ils avaient plus de valeur que les gestes. Il appelait Alexandre papa désormais, avec une régularité qui réchauffait chaque recoin de la maison. Il appelait Claire maman, sans hésitation, et jamais personne ne le reprenait. Ce mot n'était plus une erreur, il était un ancrage. Un samedi matin, alors que la lumière entrait en très fin par les rideaux, Louis vint s'asseoir sur le lit d'Alexandre. Il avait dans les mains un livre d'images. Il ne demanda pas la permission. Il se glissa contre son père, ouvrit le livre et pointa du doigt une image représentant une famille. Une mère, un père, un enfant. Puis il murmura simplement « C'est nous ?» Alexandre sentit sa gorge se serrer. Il regarda Claire, qui venait d'entrer discrètement avec 2 tasses de café. Elle s'arrêta, le regard fixé sur la scène, puis s'approcha lentement. Elle s'assit de l'autre côté du lit. Louis tendit le livre vers elle aussi. Elle ne répondit pas par des mots. Elle passa doucement sa main dans les cheveux de l'enfant et hocha la tête. « Oui, dit-elle, c'est nous. » Ce moment, silencieux et lumineux, fut comme une conclusion que personne n'avait cherchée, mais que chacun sentait mériter. Il n'y avait plus de mensonges, plus de regrets à dissimuler. Il n'y avait plus de mots à fuir. Tout avait été dit, même l'indicible. Ce qu'il restait, c'était un équilibre, fragile peut-être, mais né d'un courage que seuls les vivants peuvent manifester. Les jours suivants continuèrent sur cette note douce. Alexandre redécouvrit les habitudes simples qu'il avait longtemps délaissées. Préparer le petit déjeuner, déposer Louis à l'école, lire une histoire le soir sans précipitation. Claire, de son côté, reprenait son souffle, comme si elle n'avait jamais eu l'occasion de respirer pleinement depuis la naissance de son fils. Leur lien n'avait pas changé de nature du jour au lendemain. Ils n'étaient pas devenus un couple. Mais une complicité nouvelle s'était installée. Une alliance d'adultes ayant traversé une même tempête et décidé de ne pas se lâcher au moment d'en sortir. Un après-midi, alors qu'ils rangèrent de vieux albums dans le bureau d'Élodie, Alexandre tomba sur une lettre jamais ouverte. Elle portait son nom, écrite de la main de sa femme. Il hésita, la montra à Claire, qui hocha simplement la tête. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, quelques lignes datées de quelques jours avant sa disparition. « Si un jour tu retrouves cette lettre, c'est que j'ai fait ce que je n'ai jamais eu le courage de dire en face. J'ai aimé Alexandre, mais pas comme tu l'aurais voulu, pas comme tu le méritais. J'ai vécu en me battant contre moi-même, et c'est cette bataille que j'ai perdue. Mais je te demande une dernière chose. Aime Louis. Aime-le assez pour lui construire une vérité. Pas parfaite, pas glorieuse. Juste vraie. Et si tu peux, pardonne-moi. » Il relut ces mots plusieurs fois. Puis, sans un mot, il les tendit à Claire. Elle les lut, les mains tremblantes, puis les referma doucement. Il ne parla pas, elle non plus. Ils restèrent là, côte à côte, devant un morceau de papier qui scellait le passé et ouvrait doucement une porte vers autre chose. Le soir venu, Louis demanda à dormir entre eux. Ce n'était pas une habitude, mais ni l'un ni l'autre ne refusa. Il s'installa entre Alexandre et Claire, une main posée sur chacun. Il ne parla pas. Il ne posa pas de questions. Il s'endormit rapidement, confiant, paisible. Et dans le silence de cette chambre, les 2 adultes restèrent éveillés longtemps. Pas par inquiétude, mais par gratitude. Une gratitude discrète, muette. Une gratitude d'avoir tenu bon. Peu avant de s'endormir à son tour, Alexandre se pencha légèrement, regarda Claire à travers l'obscurité et murmura « Ce n'est pas la famille que j'avais imaginée, mais c'est celle que j'aime. » Claire sourit, les yeux mi-clos. C'est celle qu'on a construite, ensemble, mot après mot, silence après silence. Et dans ce silence brisé, cette nuit-là, il n'y eut ni peur, ni colère, ni manque. Seulement un souffle commun, un début, une paix.